Le couteau était encore tiède quand ils l'enfoncèrent dans la glace. Le capitaine Marcus Hale se tenait au-dessus du marqueur de fortune sans dire un mot. Autour de lui, 7 hommes se balançaient d'un pied sur l'autre dans le silence blanc, leurs fusils abaissés, leur souffle montant en fil pâle au-dessus de leurs cagoules. Le vent venait du nord-est en longues nappes plates, chargées de neige qui coupait comme du verre broyé. Personne ne regardait le monticule. Personne n'en était capable. Le monticule, c'était là qu'avait été le sergent Lena Carver. 3 heures plus tôt, elle était derrière eux, couvrant leur retraite à travers le col de Halverson. 3 heures plus tôt, sa voix résonnait dans leurs oreillettes, calme, méthodique, annonçant vent et distance avec la précision plate de quelqu'un qui récite une liste de courses. Vent 9 nœuds nord-est, dénivellation 40 mètres. Attendez. Puis l'explosion. Pas le claquement sec d'un fusil, ni la détonation brève d'une grenade. Quelque chose de délibéré, quelque chose de façonné. Le genre de détonation qui n'arrive pas par accident dans un col de montagne que 3 personnes, seulement, dans toute la structure du commandement conjoint, connaissaient même de nom. Le mur de neige sur la crête avait cédé en un seul et terrible soupir. Des tonnes de glace et de terre gelée s'étaient engouffrées dans l'étroit goulet du col. Elles avaient englouti la ligne de crête où Lena était couchée. Elles avaient englouti sa position dissimulée, sa silhouette enveloppée dans la combinaison Ghillie, le H et H 408 qu'elle portait depuis Batumi. Elles avaient tout englouti en 4 secondes, et il avait crié son indicatif dans la radio. Rien. Il l'avait crié de nouveau, de la friture. Le spécialiste de reconnaissance Daniel Cross lui avait attrapé le bras. « Capitaine, capitaine, il faut bouger. Il y a 4 autres tireurs qui arrivent du... » « Je sais. Il s'était dégagé. Il s'était tenu au bord des débris de l'avalanche pendant exactement 11 secondes. Il les avait comptés. Puis il avait tourné le dos et ordonné l'extraction. Ils avaient lui bougé. Ils avaient survécu. Ils n'auraient pas dû. Et maintenant, ils se tenaient devant le monticule qu'ils étaient revenus construire. 7 hommes en blancs hivernaux, creusant à travers 2 mètres de neige compactée avec leurs mains et leurs petites pelles pliantes, travaillant jusqu'à trouver ce qu'ils étaient venus confirmer. Ils trouvèrent la combinaison Ghillie. Ils trouvèrent la caisse du fusil écrasée, la crosse brisée. Ils ne trouvèrent pas de corps. Parce que le poids de la neige avait tout comprimé si complètement que distinguer la chair de la glace aurait nécessité une équipe légiste et du temps qu'ils n'avaient pas. Le sergent de première classe, Roy Tanner, avait tendu à Hale le formulaire radio. Disparu au combat, présumé mort, le langage du deuil bureaucratique. Hale avait paraphé. Puis il avait pris son propre couteau, le kabar, qu'il portait depuis Helmand, celui avec une boussole gravée dans la poignée, et l'avait enfoncé dans le sol gelé, à la tête du monticule. Lame en bas, manche en haut, la façon dont les hommes de son métier marquaient les endroits où les meilleurs tombaient. « Elle n'a pas de croix ?» demanda le soldat de première classe Cody Reeves. « Elle a un couteau, » dit Hale. « Elle aurait voulu le couteau. Il n'était pas sûr que ce fût vrai. Il n'était pas sûr de savoir ce que Lena aurait voulu, parce que Lena Carver n'était pas du genre à dire ce qu'elle voulait. Elle disait ce dont elle avait besoin. Elle disait la vitesse du vent et les points de maintien, et si la cible allait se déplacer à gauche ou à droite avant de bouger. Elle ne disait pas ce qu'elle voulait. Ce que Hale savait, elle avait 29 ans. Elle était le meilleur tireur longue distance qu'il eût jamais vu, et il en avait vu beaucoup. Son record de tir confirmé était de 2940 mètres et quelques. Établi lors d'une mission d'interdiction dans le nord de la Norvège qui n'avait officiellement jamais eu lieu. Elle parlait 4 langues, aucune d'elles couramment. Elle utilisait le langage comme elle utilisait un fusil, pour la précision et rien d'autre. Elle avait une cicatrice le long de la mâchoire gauche, souvenir d'un éclat reçu à Erzin. Elle avait l'habitude de claquer la langue 2 fois avant un tir difficile, un geste si subtil que seules les personnes se tenant directement à côté d'elle l'entendaient jamais. Elle n'avait, en 4 ans de service dans son unité, jamais une seule fois demandé à être relevée d'une position. Elle était aussi, selon les papiers désormais glissés dans la poche poitrine de Hale, morte. Il regarda le manche du couteau qui s'élevait de la neige. La boussole dans la poignée attrapa la lumière grise et projeta un minuscule reflet pâle sur la surface blanche. Il la fixa un long moment.
Elle n'a pas le droit de mourir comme ça. Il savait que cette pensée était irrationnelle. Les gens mouraient comme ils mouraient. La montagne se fichait bien de les quitter, l'ennemi non plus. Il tourna le dos. « En route, dit-il. On a besoin de nous au point de rassemblement. » Personne ne protesta. Ils s'engagèrent dans le col en file indienne, suivant les empreintes de bottes qui commençaient déjà à se combler sous la poudre qui dérivait. Le temps d'atteindre la lisière des arbres, le monticule était invisible. Au matin, le couteau marqueur serait enseveli sous la neige fraîche. Au matin, le monticule serait impossible à distinguer du reste du paysage blanc et silencieux. Mais Marcus Hale, marchant en queue de colonne, ne se retourna pas. Non pas parce que le chagrin était trop grand, mais parce qu'une partie de lui, la partie qui avait survécu en faisant confiance à des choses qu'il ne pouvait pas expliquer, écoutait la montagne. La montagne était trop silencieuse, pas le silence d'une tombe. Autre chose, il ne pouvait pas le nommer. Il le rangea quelque part et continua à marcher. 72 heures plus tard, la montagne n'avait plus rien de silencieux. Le briefing de mission avait été simple, ce que Hale avait appris à méfier. Un élément de reconnaissance. 4 soldats du 3e bataillon alpin, sous le commandement du lieutenant Aaron Merritt, avaient coupé les communications dans la vallée de Keller, à 12 km au sud du col de Halverson. Dernière transmission 17 heures plus tôt. La météo entre le point de rassemblement et la vallée, une tempête blanche de catégorie 4 en développement depuis le nord, attendue pour tenir 48 heures. Donc on entre avant que la tempête ferme tout, dit Hale. L'officier de renseignement, une femme mince nommée capitaine Sandra Keane, fit glisser une image satellite sur la table. La dernière position connue est ici, dans le fond de la vallée. Il y a une structure, un vieux poste d'observation pour les incendies de forêt. Nous pensons que l'élément de mérite s'y est réfugié quand le premier front météo a frappé. Le problème, dit Hale, il y a un tireur. Ce n'était pas une question. L'expression de Keane ne bougea pas. Indicatif, fantôme de la crête. Un sniper ennemi, l'un de leurs meilleurs. Il opère dans les cols de montagne depuis 8 semaines, 7 tirs confirmés, tous à longue distance, tous dans des conditions identiques. Faible visibilité, vent fort. Elle marqua une pause. Il choisit ses jours. Hale regarda l'image. La vallée était un bassin naturel, des parois de granit se dressant sur 3 côtés. Le seul itinéraire d'accès passant par un étroit corridor depuis le nord. Un tireur, sur le bord, étorait des lignes de vue sur toute l'approche. « Il est comment ?» demanda-t-il. « Son tir confirmé le plus long est à 2800 mètres, » dit Keane. « Il utilise un système supprimé, possiblement russe. On n'a jamais réussi à fixer précisément sa position. À chaque engagement, il se repositionne avant que la signature acoustique puisse être triangulée. » Hale pensa à Lena, à la certitude fluide avec laquelle elle se déplaçait dans ces montagnes, lisant le terrain comme d'autres gens lisent les panneaux de signalisation. Il pensa à qui il aurait envoyé pour s'occuper du fantôme de la crête si Lena était encore en vie. Il rangea cette pensée aussi. « Fenêtre d'extraction » dit-il. « 6 heures avant que la tempête blanche devienne infranchissable, dit Keane. Après ça, il n'y a plus d'entrée ni de sortie pendant 48 heures. Si l'élément de mérite est encore en vie maintenant, il ne le sera plus dans 48 heures. La température dans cette vallée la nuit, je sais ce qui arrive, dit Hale. Il assembla l'équipe lui-même. Cross, qui lisait le terrain mieux que quiconque restant dans l'unité. Tanner, solide sous le feu, le caporal Jamie Rourke, le médecin de terrain de l'équipe, parce que les gens de mérite étaient dehors sans soutien, depuis 17 heures. Et Hale n'était pas assez naïf pour espérer les trouver indemnes. Et 3 autres, le soldat de première classe Shane Decker, le spécialiste Travis Lund et le sergent-chef Peter Crane, le spécialiste en communication de l'équipe, qui arborait un léger sourire que Hale n'avait jamais vraiment fait confiance et n'avait jamais pu justifier de ne pas faire confiance. 7 personnes, le même nombre que ceux qui s'étaient tenus devant le monticule de Lena. Hale le remarqua, mais ne dit rien. Ils s'insérèrent par hélicoptère à une position 4 km au nord de l'entrée de la vallée, hors de la portée d'engagement attendue du fantôme de la crête. L'appareil descendit vite et bas, les pilotes travaillant les rotors, dans un quasi-silence contre le vent qui montait. Le débarquement prit 9 secondes. Puis l'hélicoptère disparut, s'évaporant dans le ciel gris,
et ils se retrouvèrent à 7 dans une neige à mi-cuisse avec 12 km à parcourir et la météo qui se refermait depuis le nord comme un poing. Ils avancèrent en formation étalée, Cross en tête, Hale au centre, crâne en queue. La neige absorbait les sons. Leurs pas ne faisaient aucun bruit. Les communications radio étaient réduites à des rafales de 3 mots, parce que même les signaux chiffrés pouvaient être détectés par des équipements de radiogoniométrie, et le fantôme de la crête, quoi qu'il fût par ailleurs, avait démontré une remarquable capacité à anticiper les schémas de déplacement. L'entrée de la vallée apparut à la 2e heure. Cross leva le poing. Tout le monde s'arrêta. « Rapport de contact », murmura Cross dans la radio. « Crête est à environ 11 heures depuis le goulet de la vallée. Il sera en hauteur pour pouvoir regarder vers le bas dans l'approche, » dit Hale à voix basse. « On a peut-être 300 mètres d'exposition depuis ce col jusqu'au premier affleurement rocheux à gauche. Quelqu'un qui traverse ce terrain découvert est dans sa ligne de tir. » « Alors personne ne traverse ce terrain, » dit Tanner. « Les gens de mérite sont dans cette vallée, » dit Hale. Tanner ne répondit pas. Ils n'avaient pas à le faire. Ils travaillèrent vers la gauche en direction de l'affleurement rocheux, avançant par élan de 2 secondes, avec des arrêts complets entre. Le vent arrivait maintenant par rafales, secouant les branches glacées au-dessus d'eux, et entre les rafales, le silence était absolu. Hale gardait les yeux sur la crête est, surveillait les hauteurs. Le premier tir arriva sans avertissement, comme tous les meilleurs tirs le font. Il n'atteignit aucun d'eux. Il frappa le sol à 2 cm devant la botte gauche de Decker, projetant un minuscule geyser de cristaux de glace dans son visage. Decker trébucha en arrière. « Tir de réglage, à terre !» aboya Hale. Ils se jetèrent à plat. La neige remplit la bouche de Hale. Il entendit le vent. Il n'entendit rien d'autre. Aucun rapport, aucun écho, rien à trianguler. Le fantôme de la crête avait tiré depuis quelque part au-dessus d'eux, et la montagne avait entièrement avalé le son. Le deuxième tir arriva 4 secondes plus tard. Il atteignit Lund à l'épaule. Il ne cria pas, il était bon pour ça. Mais il tomba lourdement, et Rourke fut sur lui en rampant avant que Hale puisse en donner l'ordre. « Comment c'est » dit Hale. « Traversant. »« Il peut marcher ?» Le 3e tir ne vint pas. C'était pire. L'attente et sa propre façon de mourir. Ils étaient cloués contre l'affleurement rocheux, 6 d'entre eux à plat dans la neige. L'un adossé au granit, le pansement hémostatique de Rourke tassé serré dans la plaie d'entrée. Le tireur n'avait pas tiré de nouveau, ce qui signifiait qu'il se repositionnait ou attendait que l'un d'eux bouge. Les 2 options étaient également mauvaises. Hale compta les variables. Un sniper ennemi, position inconnue, en altitude avec des lignes de vue couvrant le seul accès à la vallée. 4 soldats en vie dans la vallée, peut-être. Une tempête blanche qui se construisait derrière eux. 0 appui-feu. Son propre sniper d'équipe avait été enseveli sous une avalanche 3 jours plus tôt. Il avait un fusil 7,62 et un très mauvais éventail d'options. « On a besoin de fumigène, » dit-il. « Le vent va les disperser en 4 secondes à ce rythme de rafale, » dit Cross. « Alors on a besoin de bouger en 4 secondes ou moins. »« Hale, » dit la voix plate de Tanner. « On ne peut pas. » Le coup de feu arriva, mais pas d'en haut. Il vint de la gauche, de la haute crête sud que personne ne surveillait parce que personne n'y avait positionné quoi que ce soit. La détonation arriva une demi-seconde après l'impact, ce qui signifiait une distance énorme. L'esprit de Hale fit le calcul automatiquement. À cette altitude, à cette température, un rapport de tir se déplaçait à environ 330 mètres par seconde. Une demi-seconde de délai, 165 mètres entre le canon et la cible. Non, c'était faux. Le délai était plus long que ça. Il avait mal évalué dans le vent. Il regarda la crête est. Le fantôme de la crête n'était plus une menace. Il gisait dans la neige, au bord de la crête, visible une fraction de seconde avant que le vent tourne et que le rideau de neige se referme. Il n'était pas tombé. Il avait simplement cessé d'être debout. Un instant présent, l'instant suivant disparut. Un tir dans la tête depuis le sud, depuis un endroit qui n'avait aucun sens. Hale fixa la crête sud. Blanche, vide, le granit balayé par le vent et des champs de neige. Et rien, rien, rien. « C'était quoi ça ?» dit Decker. Personne ne répondit. Cross calculait déjà. La crête sud, c'est... Bon Dieu.
C'est au minimum 3200 mètres depuis là où il était positionné. Probablement plus, on ne peut pas toucher une cible stationnaire à 3200 mètres dans un vent de travers. Ce tir n'est pas possible. « Quelqu'un vient de le faire », dit doucement Rourke. La main de Hale trouva la radio. Son pouce resta au-dessus du bouton d'émission. Il n'appuya pas. Quelle que soit la chose, sur cette crête sud, elle venait de sauver toute leur vie. On ne criait pas vers quelque chose qu'on ne comprenait pas. On écoutait. Le vent mourut pendant exactement 3 secondes, dans cette fenêtre de 3 secondes, coupant le silence depuis quelque part au sud et en hauteur. Ils l'entendirent. 2 impulsions courtes, une pause, une longue, une pause, 2 courtes encore. Le sang de Hale se glaça, puis se réchauffa, puis se glaça de nouveau. Il connaissait ce signal. Il ne l'avait pas entendu depuis 72 heures. Il ne s'attendait plus jamais à l'entendre. « C'est... » commença Tanner. « Ne dis rien, » dit Hale. « Capitaine, c'est son signal. » J'ai dit « ne dis rien ». Mais il bougeait déjà. Le signal revint, même séquence, depuis le sud et les hauteurs, les tirant le long de la base du mur ouest, là où le terrain offrait une couverture naturelle. Qui que ce fût là-haut, cette personne savait exactement où il se trouvait, savait comment les guider sans les exposer. Hale ne se permit pas de penser le nom. Il le rangea quelque part sous la pensée rationnelle et avança par instinct, parce que l'instinct était ce qu'il vous restait quand la raison se transformait en friture. Ils longèrent le mur ouest, courbé, armes levées. L'Inde était à présent sur l'épaule de Decker, mobile, à peine. La morphine de la trousse de Rourke le maintenait fonctionnel. La tempête blanche se construisait derrière eux. Le ciel au nord prenait la couleur d'une gomme à effacer. S'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient dans les 2 prochaines heures, il n'y aurait plus rien à trouver. Il n'y aurait que la tempête. Un autre tir depuis la crête sud, celui-là sensible, un signal directionnel. Par ici, avancez. Le chemin montait. Des marches de pierre enfouies sous 15 cm de poudre, un escalier naturel dans la paroi rocheuse, invisible depuis le bas. Hale n'en avait pas connu l'existence. Il ne l'aurait pas trouvé en 3 heures de recherche. Quelqu'un les guidait. Au 3e signal, Cross les mena à gauche autour d'un éperon de granit et dans une dépression dans la roche, un creux naturel là où la falaise se recourbait vers l'intérieur, abrité du vent sur 3 côtés. La température baissa de 4 degrés simplement par l'absence de vent, ce qui signifiait qu'il faisait maintenant moins 26, mais ça ressemblait à de la chaleur. Au fond du creux, à peine visible contre la roche, se trouvait une forme humaine, assise, le dos contre la pierre. Fusil sur les cuisses, un fusil différent, pas le H et H, quelque chose de récupéré quelque part. La tête penchée en arrière, les yeux ouverts, couverte de sang. Tanner avança en premier et s'agenouilla. Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, elle respire. Hale traversa le creux en 4 pas. Il s'accroupit devant elle et regarda. Lena Carver le regarda en retour. Son œil droit était gonflé et fermé, les tissus autour violets et noirs. Un schéma de traumatisme par impact, cohérent avec quelque chose de lourd. Glace, roche, débris. Son œil gauche était couvert, concentré, et portait la même lumière plate et délibérée qu'il lui avait toujours connue, comme si elle regardait à travers une lunette de visée plutôt que vers une personne. Du sang couvrait le côté gauche de son visage, d'une lacération du cuir chevelu qui avait arrêté de couler et s'était maintenant figé en une sombre traînée de la tempe à la mâchoire. Son bras gauche était maintenu contre son torse dans une attelle de fortune faite de ce qui semblait être des bandes de sa combinaison ghillie. Le bras était visiblement cassé. Le radius à un angle qui fit bouger l'estomac de Hale. Elle avait été en vie dans la neige pendant 72 heures. Elle s'était elle-même immobilisée un bras cassé. Elle avait grimpé jusqu'à la crête sud avec un seul œil fonctionnel et un fusil qu'elle avait trouvé quelque part qu'il ne pouvait pas expliquer. Et elle avait réalisé ce tir. Le tir à 3200 mètres dans un vent de travers lors d'un événement météorologique de catégorie 3. Elle le regarda et dit, d'une voix plate et à peine au-dessus d'un murmure, « Vous avez enterré mon fusil. Nous avons enterré ce que nous pensions être toi, » dit Hale. C'était un système à $12 000. Lena. Je le veux récupérer. Il la fixa. Puis quelque chose dans sa poitrine qui avait été verrouillée pendant 72 heures se défit. Et il détourna le regard pendant exactement 2 secondes avant de le ramener sur elle. « Rourke, dit-il,
Maintenant. Rourke travaillait vite et parlait peu, ce qui le rendait bon. Rinçage salin de la lacération du cuir chevelu. Elle se rouvrit brièvement et la mâchoire de Léna se serra, mais elle ne fit aucun son. Examen des yeux avec une lampe stylo, le droit en premier, puis le gauche. L'œil droit n'était pas perdu, détermina Rourke, mais le bord orbital avait subi un impact significatif. La vision de ce côté ne percevait plus que des ombres. L'œil gauche était intact, pleinement fonctionnel, assez fonctionnel pour avoir réalisé le tir le plus difficile dont aucun d'eux ait jamais été témoin. Le bras était le problème. Le radius avait subi une fracture transversale, une fracture nette, dit Rourke, ce qui était la meilleure forme possible pour une fracture, mais les extrémités osseuses s'étaient déplacées. Léna l'avait attelé avec une tige arrachée d'une section de sa caisse de fusil avant que la caisse soit ensevelie, utilisant des bandes de combinaison Ghillie comme ligature. L'attelle était exemplaire. Rourke la fixa un moment avant de dire doucement « Tu as fait ça toi-même ». « Il n'y avait personne d'autre », dit Léna. « Ça fait mal ?» Une pause. « Évidemment que ça fait mal. »« Je vais devoir réaligner. Faites-le. » Rourke le fit. Le souffle de Léna sortit par ses dents en un unique sifflement contrôlé. Sa main gauche trouva la roche à côté d'elle et ses doigts se plaquèrent dessus, blancs aux articulations. Et puis elle fut immobile de nouveau, comme quelque chose qui avait traversé l'épreuve et en était ressorti de l'autre côté. Hale s'adossa contre la paroi opposée du creux et la regarda, rassemblant le tableau à partir des pièces disponibles. Elle était dans sa position de hauteur, quand l'avalanche s'était déclenchée. Le mur de neige était tombé sur le côté est, pas directement sur elle, mais assez proche pour que l'onde de pression la projette latéralement hors de la ligne de crête et sur le versant ouest très incliné. Elle était tombée entre 20 et 30 mètres avant qu'une sous-crête la rattrape. L'impact avait brisé son bras et endommagé le bord orbital de son œil droit. Elle avait été partiellement enfouie, pas l'enfouissement profond qu'ils avaient supposé, mais assez pour nécessiter 30 minutes de creusement lent et méthodique, avec une seule main fonctionnelle pour se dégager. Elle n'avait rien. Pas de radio, la radio avait été détruite dans la chute. Pas d'arme principale, la trousse d'urgence partiellement intacte, les essentiels, purification d'eau, allume-feu, une couverture thermique de secours de la taille d'une carte à jouer une fois pliée, une trousse de premier secours qui n'incluait pas ce dont on avait besoin pour un radius cassé. 400 cartouches de 338 en vrac dans une poche zippée qu'elle avait réussi à conserver pendant toute la chute. « Où tu as trouvé le fusil ?» demanda Cross. Elle le regarda. Le fantôme de la crête avait une planque sur le sommet sud. Il l'utilisait depuis 6 semaines. Il y avait des emballages de rations remontant à octobre. Il avait laissé une arme secondaire cachée là-bas. Elle marqua une pause. C'est un système russe. 338 Lapua. Silencieux long. Il a modifié le groupe de détente. C'est en réalité assez bien. Tu as utilisé le fusil d'un ennemi, dit Tanner. J'ai utilisé ce qui était disponible pour tirer à 3200 mètres, dit Cross. Elle le regarda de son œil unique. 3340, dit-elle. J'ai eu le temps de faire le relevé. Personne ne parla pendant un moment. L'élément de mérite, dit-elle, en déplaçant son regard vers Hale. Ils sont 4 dans la vallée. 3 mobiles, 1 avec une blessure à la jambe. Le fantôme de la crête les avait coincés il y a 2 jours. Il a pris son tir et s'est ensuite installé à l'entrée de la vallée pour attendre quiconque viendrait les secourir. Containment classique. Elle marqua une pause. Il ne fera plus ça. On bouge dès que Rourke a fini, dit Hale. Je viens, dit Léna. Il la regarda. Le bras cassé, l'œil en ruine, le fusil qu'elle avait porté jusqu'à une montagne sur un bras cassé avec un seul œil. Il ne discuta pas. Ils bougèrent à 14 heures, la tempête blanche se construisant derrière eux comme un mur. Léna marchait aux côtés de Hale, le fusil en bandoulière dans le dos, son bon bras libre. Elle avançait lentement, pas son habituelle efficacité fluide, mais régulière. Quelle que fût la douleur qu'elle gérait, elle la gérait quelque part en dedans, dans un endroit inaccessible, la façon dont elle gérait tout. Hale attendit qu'il soit suffisamment en avant des autres pour que sa voix ne porte pas. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle surveillait le terrain devant eux, le cataloguant comme toujours. Sortie, élévation, couvert et dissimulation. Puis,
20 minutes avant l'avalanche, j'ai capté une transmission sur la fréquence d'urgence, pas destinée à moi. Il ne savait probablement pas que j'étais dessus. Elle marqua une pause. Quelqu'un a donné notre position dans le col. Des coordonnées de grille, des précises, plus précises que ce que l'imagerie satellitaire vous donnerait. Quelqu'un les a transmises à l'ennemi. Quelqu'un qui était au briefing de mission, dit Hale. Quelqu'un qui avait accès à notre plan de mouvement. Il ressentit le froid de ça, différent du froid de l'air. Tu sais qui. J'ai une forte suspicion. Sa voix ne portait ni chaleur, ni colère, juste la précision plate qu'elle appliquait à tout. J'ai besoin d'un regard plus proche avant de donner un nom. J'ai besoin de voir encore une chose. Quelle chose ? Elle lui lança un regard. Son œil gauche, celui qui fonctionnait encore, était stable et concentré et ne révélait rien. Je le saurais quand je le verrais. Il n'insista pas. Il avait appris en 4 ans que pousser Lena Carver, lorsqu'elle avait pris une décision sur le moment de communiquer des informations, c'était comme pousser un mur de granit. L'information viendrait quand elle aurait décidé que c'était le moment. Il pensa à Crane. Il remonta le calendrier dans son esprit. Crane avait rejoint l'unité 14 mois plus tôt, affecté par rotation standard, avec un casier vierge et des évaluations de performance adéquates, jamais exceptionnelles. Et ça, Hale réalisait maintenant, aurait dû être un signal d'alarme. On n'était pas affecté dans une unité comme celle-ci en étant adéquat. On l'était en étant le meilleur dans quelque chose. Crane avait été bon en communication, bon en protocole opérationnel, bon pour passer inaperçu, bon pour être exactement ce qu'il faudrait être si quelqu'un vous avait placé là délibérément. La montre à son poignet. Les transmissions sur la mauvaise fréquence. Les coordonnées de grille précises qui nécessitaient une connaissance intime des plans de mouvement. Une connaissance qui venait de la salle de briefing, pas du terrain. Hale pensa à qui d'autre pourrait être dans cette chaîne, combien d'autres mains pourraient avoir été achetées ou contraintes. Il pensa au capitaine Keane et à la façon mince et soigneuse dont elle avait présenté l'imagerie satellitaire. Il pensa à l'officier de renseignement avant elle, celui qui avait briefé la mission de Halverson. Il pensa à toutes les mains invisibles qui déplacèrent des informations à travers des canaux et combien de ces mains avaient un prix. « Jusqu'où ça va ?» demanda-t-il. Lena fut silencieuse un long moment. Des cristaux de glace se déplacèrent sur la surface de la neige à côté de sa botte. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Crane est le mécanisme que je peux prouver. Les gens qui l'ont payé, c'est une autre enquête. » Elle marqua une pause. « Je suis un sniper. Je travaille avec des distances que je peux mesurer. »« C'est juste, » dit Hale. Il continua à avancer. Ils atteignirent l'entrée de la vallée à 14h30. Le corridor faisait 40 mètres de large à son point le plus étroit. Le terrain de tir que le fantôme de la crête avait couvert si efficacement. Sans le fantôme, le corridor n'était plus qu'un corridor. Ils le traversèrent en 20 secondes, vite et en formation étalée, et débouchèrent dans le fond de la vallée. Le poste d'observation était à 200 mètres devant. Des murs de pierre, un toit en tôle ondulé à moitié effondré sous la charge de neige, une cheminée avec un mince filet de fumée qui s'en élevait. Les gens de mérite avaient bu du feu. Les gens de mérite étaient en vie. Hale expira quelque chose qu'il avait retenu pendant des heures. Il appuya sur la radio. « Mérite, ici Hale. On est sur le fond de la vallée, à 200 mètres au sud de votre position. Montrez-moi un signal. » Une pause. Puis une lampe torche clignotant 3 fois depuis la fente de la fenêtre du poste. « On avance, » dit Hale. Ils avancèrent. Pendant l'approche, Lena laissa un peu de retard s'installer. Hale le remarqua mais continua. Elle ne se retirait pas. Elle observait quelque chose. Il ne rompit pas la formation pour vérifier. Il lui faisait confiance. À 40 mètres du poste, il l'entendit inspirer. Court, contrôlé. La qualité particulière d'un souffle pris avant que la certitude arrive. Il le rangea et frappa le mur de pierre du poste de la crosse de son fusil. La porte, un cadre de bois tordu drapé d'une couverture thermique, s'ouvrit de l'intérieur et le visage du lieutenant Merritt apparut, épuisé, brûlé par le froid et vivant, ce qui était tout ce qui importait. « Bon sang, » dit Merritt, « je ne pensais plus... »« Gardez ça, » dit Hale. « 4 corps, 3 qui marchent. Où est le blessé ?»« Bauer, traversant dans la cuisse gauche. Il entretient le feu. »« Rourke ?» Rourke le dépassa et entra dans le poste. Les autres s'engouffrèrent derrière lui.
Hale resta dans l'encadrement de la porte un moment et regarda en arrière sur le fond de la vallée. Lena se tenait au bord sud de la paroi extérieure du poste, très immobile. Elle regardait le sergent-chef Peter Crane. Crane regardait le sol. La température à l'intérieur du poste était à peine au-dessus de 0, mais elle semblait tropicale. Après la vallée, Rourke s'occupa de la blessure à la jambe de Bauer, pendant que Merritt donnait à Hale la situation en phrases plates et économiques. Ils étaient là sur un itinéraire de reconnaissance standard quand le premier contact était venu de la crête, abattant le caporal Reyes à la première seconde. Un seul tir, sans avertissement. Il s'était mis à couvert et y était d'arrester, incapable de bouger sans se présenter comme cible. 4 jours de ration réduite et une seule radio dont la batterie était morte 17 heures plus tôt. « On a entendu le tir, » dit Merritt, celui qui l'a abattu. Je ne comprenais pas d'où il venait. « Nous non plus, » dit Hale. Lena était entrée. Elle se tenait près du mur est, le dos à la pierre, le fusil appuyé contre sa cuisse droite. Elle regardait Crane. Crane s'était positionné près de la porte, un choix tactique, probablement inconscient, près de la sortie. Il vérifiait son arme, occupé avec quelque chose au niveau du rail. Il n'avait pas reconnu Lena depuis qu'ils étaient entrés dans le poste, pas une seule fois. La plupart des gens qui voyaient Lena Carver revenir d'entre les morts passaient au moins 30 secondes à la fixer. Crane n'avait pas levé les yeux. Hale regarda Lena regarder Crane, et le sentiment de froid revint. « Quand avez-vous mis comment à jour sur notre itinéraire d'approche ?» demanda-t-il à Crane, gardant un ton décontracté. Crane leva les yeux. « J'ai envoyé le signal de confirmation standard à l'insertion, capitaine, c'est la procédure. Sur quelle fréquence ?»« Tactique principale, capitaine. » Lena dit depuis le mur. La tactique principale était compromise lors de l'incident de Alverson. Nous avons basculé sur la secondaire pour cette mission. Conformément au briefing. Une pause. Juste un battement de trop. Exact, dit Crane. La secondaire. J'ai mal formulé. L'œil de Lena resta fixé sur lui. Votre journal radio montrerait sur quelle fréquence le signal est parti, dit-elle. Pas sur quelle fréquence vous dites l'avoir utilisé. Une autre pause. Crane posa son arme. Le mouvement était lent, délibéré. Et ce n'était pas le mouvement de quelqu'un qui pose une arme parce qu'il est fatigué de la tenir. C'était le mouvement de quelqu'un qui a décidé que l'arme n'était pas sa meilleure option en ce moment. Merritt, dit doucement Hale, emmenez vos hommes dans le coin du fond. Merritt était un soldat expérimenté. Il ne demanda pas pourquoi. Il bougea. Crane, dit Hale, on doit parler de Alverson. Ce qui suivit fut rapide, comme ces choses le sont toujours. Crane se déplaça à gauche vers la porte, et il était rapide, plus rapide que Hale ne l'attendait. Il ouvrit la porte, il fit un pas dehors. Le froid entra comme une lame. Puis il s'arrêta. Lena était dehors. Elle avait bougé avant que quiconque le remarque, contournant l'extérieur du poste par l'étroit passage dans le mur arrière, traversant le sol encrouté de neige. Elle se tenait à 6 mètres devant lui dans la lumière grise de l'après-midi, le fusil dans sa bonne main, incliné mais pas levé. Son œil unique était posé sur lui. « Tu nous as donné notre position, » dit-elle. Crane ne dit rien. Son souffle venait vite et visible dans le froid. Tu connaissais le col, tu connaissais le timing, tu connaissais ma planque. Sa voix avait la même précision plate que toujours. Aucune chaleur, aucune accusation, juste des faits arrangés dans l'ordre. Ils t'ont payé pour nous garder dans le col suffisamment longtemps pour la détonation. Tu ne sais pas? Tu portes une montre tactique que je n'avais jamais vue avant cette mission. Intégration GPS militaire. Le genre qui émet une balise sur une fréquence qui n'interfère pas avec les communications standards. Elle marqua une pause. Le fantôme de la crête ne nous trouvait pas par analyse du terrain. Il suivait ton signal. La mâchoire de Crane se serra. Quelque chose traversa son visage. Pas exactement de la culpabilité, le calcul de quelqu'un qui a considéré toutes les sorties et les trouve systématiquement fermées. La fréquence de la balise, dit-il. Tu ne peux pas lire une fréquence de balise avec du matériel de terrain. Non, dit Lena. Mais quand tu as passé 3 nuits à Alverson avant la mission, je pouvais entendre une émission intermittente sur le canal de liaison satellite. Une transmission en rafale de 4 chiffres toutes les 12 heures. J'ai aligné le timing avec les fenêtres d'engagement du fantôme. Elle inclina légèrement la tête. Elle concordait. Crane regarda le sol.
Quelque chose en lui qui avait été maintenu en place se relâcha. « Combien ?» dit Hale depuis l'encadrement de la porte. Crane ne dit rien. « Combien ça valait ?» dit Hale. Sa voix était posée, ce qui était pire que la colère. La colère, on pouvait l'argumenter, la tranquillité s'accumulait simplement. « Combien valaient 5 soldats pour toi ? Combien elles valaient ?» Crane leva les yeux vers Lena. Il y avait quelque chose là, pas des remords, mais quelque chose d'adjacent. L'inconfort spécifique d'un homme forcé de regarder le résultat concret d'une décision abstraite. Il avait vendu des coordonnées et des rapports de position. Il ne s'était probablement pas permis d'imaginer la personne au bout des données de ciblage. Il se retrouvait maintenant dans la neige avec la personne qui le regardait en retour. Un œil en ruine, un bras cassé. Avec l'absolue stabilité de quelqu'un qui avait survécu à ce qu'il avait voulu lui faire subir. Il était forcé d'imaginer. Ce n'était pas une imagination confortable. 6 chiffres, dit Crane, américain. Personne ne parla. Je veux un avocat. Tu en auras un, dit Hale, quand on sera rentré. Ce que tu devrais être reconnaissant qu'on soit en train de rendre possible. Crane regarda de nouveau Lena. Elle n'avait pas bougé, n'avait pas cligné des yeux. Le fusil était toujours à son côté, pas levé, ce qui était d'une certaine façon plus inquiétant que s'il l'avait été. « Tu aurais dû mourir, dit-il, pas avec cruauté, presque avec émerveillement. »« Je sais, dit-elle. J'ai décidé de ne pas le faire. » Hale traversa vers Crane. Des serre-câbles de la trousse sur son gilet, poignet dans le dos, protocole standard de prisonnier. Crane obtempéra. Ses mains étaient instables, ce qui indiqua à Hale qu'il avait envisagé cette possibilité et avait fait une sorte de paix avec elle. L'équanimité de quelqu'un qui a joué sa mise est perdue. Pendant que Cross surveillait Crane et que Rourke finissait de s'occuper de la blessure de Bauer, Lena retourna à l'intérieur du poste et s'assit contre le mur intérieur. Hale s'assit en face d'elle. Le feu entre eux, une petite chose contenue dans un anneau de pierre, projetait une lumière orange sur son visage et faisait paraître presque noir le sang gelé sur sa mâchoire. « Dis-moi ce que tu as fait pendant ces 72 heures, » dit-il. Elle fut silencieuse un moment. Le feu craqua et bougea. Quand la neige a arrêté de bouger, j'étais à 12 mètres sous la ligne de crête, partiellement enfoui. Le torse et les jambes, pas la tête, c'est la version qu'on veut. Elle marqua une pause. Le bras était cassé dans la chute avant que je sois enseveli. Le dommage à l'œil venait de l'onde de pression initiale. Quelque chose m'a heurté sur le côté droit du visage. Elle regarda le feu. Creuser a pris du temps. La neige était dense, mais pas encore complètement tassée. J'avais les mains libres et je pouvais utiliser le couteau de ma trousse, le couteau de botte, qui a survécu parce qu'il est petit. « Tu aurais dû rester en place, » dit Hale. Ma radio était détruite et j'avais entendu la transmission. Elle le regarda. Je savais que quelqu'un nous avait ciblés. Je ne savais pas qui. Si j'étais revenu au point de rassemblement, je ne savais pas à qui faire confiance. Hale laissa ça atterrir. Elle avait été là dehors seule pendant 3 jours. Pas seulement parce qu'elle était physiquement bloquée, mais parce qu'elle ne savait pas lequel d'entre eux était l'ennemi. Donc tu es resté sur le terrain. J'avais identifié la planque secondaire du fantôme de la crête sur le sommet sud 2 semaines plus tôt, lors d'une mission précédente. Je l'avais noté comme contingence. Son arme cachée était là, 400 cartouches de 338. Elle baissa les yeux sur son bras cassé, désormais dans la telle propre et blanche de Rourke. J'ai grimpé le 2e jour quand la météo était meilleure. J'ai établi une position, attendu votre arrivée, attendu le bon moment. Son œil revint sur lui. Vous alliez revenir. Cette vallée avait 4 personnes vivantes en elle, et vous alliez venir les chercher malgré ce que disait la météo. Je sais comment tu penses. Il ne dit rien. Le fantôme de la crête s'était positionné sur la crête est, la nuit précédant votre arrivée. Je l'ai regardé installer sa position à travers la lunette pendant 9 heures avant que vous atteigniez l'entrée de la vallée. J'ai attendu qu'il engage. J'avais besoin qu'il se fixe, qu'il soit stationnaire et concentré. Elle marqua une pause. Le vent de travers à cette distance, à cette altitude, j'ai calculé presque toute la nuit. Le différentiel de température entre la crête sud et l'est crée une structure de vent en couche. Tu ne compenses pas seulement le vent de surface, tu dois estimer le vent à chaque bande d'altitude. La balle parcourt 3340 mètres. 3340, dit Hale, dans un vent de travers. C'était gérable,
Il la fixa à travers le feu. Elle lui rendit son regard, un œil, strié de sang, bras en attelle, se tenant avec la même certitude tranquille qu'elle avait toujours eue. Comme si avoir été ensevelie vivante et grimper une montagne sur un bras cassé dans une tempête blanche pour réaliser un tir impossible n'était simplement que ce que la situation exigeait, et que la situation avait été rencontrée. « Pourquoi le sifflement ?» dit-il. « Pourquoi pas simplement nous contacter par radio une fois que tu savais que Crane n'était plus un risque ?» Je ne voulais pas l'expliquer sur une radio qu'il aurait pu surveiller. Elle marqua une pause, et j'avais besoin que tu me suives jusqu'au creux. J'avais besoin que tu vois dans quel état j'étais avant que je fasse l'approche, pour que tu comprennes que la marge était réelle. La marge si j'avais mal calculé, si le tir avait été décalé. J'avais besoin que tu saches que j'avais été là et ce que j'avais fait et pourquoi. Elle regarda de nouveau le feu. Au cas où ça ne marcherait pas. Ça a marché, dit Hale. Il fut silencieux pendant longtemps. Dehors, le vent se leva. La tempête blanche arrivait par le passage. De la neige commençait à se déplacer horizontalement, sans relâche, et la lumière changeait du gris au blanc plat et sans texture d'un blizzard de sol complet. Il serait là pour la nuit au minimum, peut-être plus. « Tu vas t'en sortir, » dit-il finalement. « Je sais, » dit-elle, pas avec arrogance, juste avec la même certitude plate, comme si la question avait été répondue il y a longtemps, dans le noir sous la neige, et qu'elle rapportait simplement le résultat. La tempête blanche frappa à pleine force à 18h et fut sans pitié pendant toute la nuit. Ils brûlèrent tout ce qui était combustible. Les meubles cassés de l'intérieur du poste, le cadre de bois de la porte, la crosse d'un fusil endommagé de l'équipement de Merritt. Le feu resta vivant. Tous les 9, l'équipe de Hale, l'élément de Merritt, crâne ligoté et séparé, restèrent vivants avec lui, froids et immobiles et très vivants. Dans les heures avant l'aube, quand la tempête s'était épuisée et que le vent était retombé à quelque chose de simplement brutal plutôt que de létal, il la trouva dehors. Debout dans 8 centimètres de poudre fraîche, le fusil dans sa bonne main, regardant vers le sud. « Qu'est-ce que c'est » dit-il doucement. Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de surveiller. Puis, il avait un partenaire, le fantôme de la crête. Il n'a jamais été un opérateur solo. Le confinement de l'élément de Merritt était trop précis pour une seule personne. On a besoin d'un observateur avancé, quelqu'un qui peut appeler les ajustements, surtout dans des conditions où le tireur ne peut pas voir le point d'impact. Elle marqua une pause. J'ai compté pour 1. L'observateur avancé est là dehors depuis hier, en observation, attendant de voir si quelqu'un a survécu. Hale tendit la main vers sa radio. « Ne fais pas ça, » dit-elle doucement. La moindre transmission confirme notre présence. S'il pense que la tempête nous a tués, on a une fenêtre. Il baissa la radio. Il est sur le bord nord, dit-elle. Là, tu vois la formation à 3 heures de la sortie de la vallée. La dent de roche brisée qui penche vers l'est. Hale regarda. Il ne voyait rien de précis, juste de la roche et de la neige et la pâle lumière d'avant l'aube. Mais il avait appris à ne pas douter de ce que Lena pouvait voir. « Distance ?» dit-il. 1400. Gérable. Elle regarda son bras cassé. Le problème, c'est le reste. Et elle avait raison. C'était la comptabilité qu'elle faisait depuis le creux. Ce qu'elle avait, ce que ça avait coûté, ce qu'il restait. Le bras était attelé mais non fonctionnel. L'œil droit était dans le noir, une ombre là où la vision avait été. Elle était restée éveillée essentiellement pendant 3 jours. Elle avait réalisé le tir le plus long de sa carrière et avait marché 12 km depuis. Le corps a un registre et à terme, il présente la note. Elle regarda le bord nord pendant un long moment. « Hale, » dit-elle, « j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Il attendit. « J'ai besoin que tu restes exactement là. Ne bouge pas. Ne fais aucun bruit. Ne touche pas ta radio. » Elle le regarda. « Si mon calcul est correct, l'observateur va essayer d'obtenir une position sur le poste avant l'aube pour pouvoir faire son rapport. Il doit bouger dans les 20 prochaines minutes où la lumière devient trop bonne pour lui. » Elle marqua une pause. Quand il bougera, il va couper l'horizon sur le bord est de cette formation pendant environ 3 secondes. 3 secondes à 1400 mètres, dit Hale, avec un œil, avec un bras. Le fusil est un système pour gaucher. Je tire de la main gauche depuis que je l'ai trouvé.
Le bras n'a pas à supporter l'arme, juste à la stabiliser. J'ai la roche. Elle indiqua de la tête vers le mur extérieur du poste. Une section plate de pierre à hauteur de poitrine, orientée vers le bord nord, comme si positionnée spécifiquement à cet effet. Hale le regarda, puis la regarda elle, puis le fusil, puis l'œil unique qui restait concentré, stable et vivant. « Tu as mis ça en place depuis avant l'aube. »« Depuis minuit, » dit-elle. « J'ai positionné le support en pierre et j'ai fait le relevé de la formation pendant que la tempête couvrait encore tout mouvement. » Une légère pause. « J'avais le temps. » Il fut silencieux. Il pensa à minuit, à Lena debout seule, dehors dans l'obscurité totale d'une tempête blanche de montagne par -20, sur un bras cassé, faisant le relevé d'une cible qui n'existait pas encore parce qu'elle avait décidé qu'elle existerait à l'aube, planifiant la géométrie d'un tir qu'elle n'était pas certaine d'avoir besoin de faire, s'y préparant quand même parce que la préparation était la seule réponse honnête à l'incertitude. Il pensa aux 72 heures, à la texture spécifique de cette expérience, ensevelie dans de la neige compactée, un œil dans le noir, radio morte, en zone de combat où l'une des personnes qui pourrait venir la chercher avait déjà essayé de la tuer. Il essaya de localiser le moment auquel la plupart des gens se seraient arrêtés, le moment où le coup aurait dépassé ce que le corps et l'esprit étaient prêts à soutenir. Il ne put pas le trouver. Il soupçonnait que pour Lena, ce moment n'existait tout simplement pas dans l'architecture accessible de sa prise de décision. Il y avait la situation. Il y avait ce que la situation exigeait. On la rencontrait ou on ne la rencontrait pas. Elle l'avait rencontrée sans que personne ne regarde, sans témoin, sans reconnaissance, sans aucune possibilité d'être vue. Sous une montagne, seul dans le noir, la pensée en lui était lourde et nette. « Qu'est-ce qu'il te faut de moi ?»« Rien, dit-elle, reste juste là sans bouger. » Elle s'installa contre la pierre. Le fusil alla à son épaule gauche, son bras droit cassé dans son attelle, pressé contre le support en pierre, pas pour tenir l'arme, juste comme contrepoids. Son œil unique trouva la lunette. Ils attendirent. Le ciel s'éclaircit par degrés, le gris devenant pâle, les montagnes revenant de l'obscurité en forme solide. La neige reflétait la lumière qui montait, et le monde devint argenté et immobile. À 6 minutes après l'aube, quelque chose bougea sur le bord nord. Une forme, une silhouette, un homme traversant la dent de roche brisée au bord de la vallée, se déplaçant en position basse, croyant que la tempête avait fait son travail à sa place. Lena claqua la langue une fois, 2 fois, puis elle tira. Le son roula à travers la vallée et fut absorbé par les montagnes. La forme sur le bord nord cessa d'exister. Elle baissa le fusil, elle recula du support en pierre. Elle se tint un moment, puis elle s'assit dans la neige lourdement, parce que le registre du corps lui avait été présenté et qu'elle payait. Hale fut à côté d'elle en 2 pas. Il ne dit rien. Il s'assit dans la neige à côté d'elle, assez proche pour que son épaule soit contre la sienne, et attendit. Après un long moment, elle dit « C'est 2 fois. »« 2 fois quoi ? » ?»« 2 fois que je me suis assise dans la neige sans le vouloir. » Une pause. « Je déteste ça. »« Je sais, » dit-il. Le soleil se leva. Pas rapidement, lentement, comme les soleils de montagne le font, débordant au-dessus de la crête est et peignant tout en or, en orange, et brièvement, brièvement chaud. La neige scintilla. La vallée s'étendit, blanche et immobile et vide, et le poste derrière eux, avec ses 8 personnes vivantes, à l'intérieur était petit et solide et réel. Lena était assise, l'épaule contre celle de Hale, et regardait le soleil se lever. Son œil était ouvert. Sa respiration était lente et régulière. Le fusil reposait sur ses genoux. « Tu vas avoir besoin d'une opération pour le bras, » dit Hale. « Je sais. Et l'œil. Je sais. Ils vont te clouer au sol. » Une longue pause. « Temporairement, » dit-elle. Il ne discuta pas. Il avait appris en 4 ans que certaines choses ne valaient pas la peine d'être discutées. Ils furent extraits à 9 heures le lendemain matin. L'hélicoptère arriva bas. 2 appareils cette fois, travaillant la visibilité améliorée avec une efficacité rodée. Les gens de mérite partirent en premier, Bauer sur une civière, les autres à pied. Puis Crane, menotté et sous garde, son visage portant l'expression d'un homme qui a calculé son résultat et l'a trouvé inévitable. Hale envoya son équipe sur le 2e appareil
et se tint ensuite dehors devant le poste un dernier moment. Il regarda au nord, puis au sud, puis vers le ciel, qui était maintenant véritablement dégagé. Le bleu profond de la haute altitude en hiver, le genre de clarté qui n'existait qu'après qu'une tempête eût décapé tout ce qui était mou. Les montagnes se dressaient dedans comme des faies, permanentes, indifférentes. Il marcha depuis la vallée jusqu'au corridor nord, longea la base des falaises ouest sur 2 kilomètres, jusqu'à ce que le terrain s'ouvre dans la haute vallée plus large et que le chemin tourne à l'est vers le col de Halverson. Il marcha à travers le col. Il trouva l'endroit, le couteau était encore là. Son cabar, lame en bas dans la glace, manche pointant vers le ciel. La neige autour de lui s'était déposée, compactée et déposée de nouveau en 72 heures de météo. Et maintenant le monticule n'en était plus un. Juste une surface légèrement irrégulière, la suggestion d'une perturbation dans un champ de neige par ailleurs sans relief. Si on ne savait pas quoi chercher, on passerait devant sans un second regard. Il s'accroupit à côté du couteau et le fixa pendant un moment. La combinaison Gilly était encore quelque part sous la surface, la caisse de fusil détruite, les preuves matérielles d'une position qui avait été tenue, puis oblitérée. Et ensuite, elle avait grimpé dehors. Il pensa à l'arithmétique spécifique de ça. Enseveli sous de la neige tassée, un œil dans le noir, bras cassés, radio détruite, seul dans le froid sombre sous la surface d'une montagne, au milieu d'une zone de combat. Sachant que l'unité qu'elle couvrait s'était retirée et ne reviendrait pas. Sachant que même si elle atteignait la surface, elle n'avait rien. Pas d'armes, pas de communication, aucune idée de qui parmi les gens qu'elle connaissait et avec qui elle travaillait pourrait essayer de la tuer. Elle avait grimpé dehors quand même. Elle avait construit un plan et l'avait exécuté quand même. Elle avait fait le tir quand même. Il sortit le couteau de la glace, essuya la lame sur sa manche, le glissa de nouveau dans son fourreau sur sa hanche où il avait vécu pendant 12 ans. Il se leva. Il se tint là, un long moment sans bouger, face à la surface irrégulière qui avait failli être une tombe. Le vent venait en lentes vagues roulantes sur le champ de neige, portant de fins cristaux qui attrapaient la lumière et se dissolvaient. Les montagnes au-dessus de lui étaient brutes, blanches, silencieuses et immenses. Elles avaient tout vu de ce qui s'était passé ici. Elles n'en garderaient aucune trace. Il faisait ce travail depuis 15 ans. Il s'était tenu devant des tombes réelles, correctement creusées, correctement marquées, avec un processus et un drapeau et une cérémonie qui essayaient de rendre officiel ce qu'aucune cérémonie ne pouvait vraiment contenir. Il s'était aussi tenu dans des endroits comme celui-ci, des marqueurs improvisés dans des conditions de terrain, le couteau dans la glace, la reconnaissance qu'on faisait quand on n'avait pas le temps pour autre chose. Il s'était tenu devant trop des deux. Celle-ci était différente, celle-ci était vide. Elle avait repris son absence avec elle. Il se demanda si elle savait ce que ça signifiait pour les gens qui s'étaient tenus ici, avaient enfoncé le couteau, dit les choses silencieuses qu'on dit, et s'en étaient allés. Si elle avait pensé au poids spécifique d'être pleurée et de revenir, ou si elle avait simplement fait la prochaine chose nécessaire dans la séquence des choses nécessaires, et que le poids de ça était quelque chose qu'elle rangerait pour plus tard. Probablement la deuxième, c'est comme ça qu'elle fonctionnait. Il se retourna et marcha de nouveau vers le point d'extraction. Derrière lui, la surface du champ de neige se stabilisa. L'endroit où le couteau avait été devenait impossible à distinguer de tout ce qui l'entourait. En 2 minutes, le vent aplanit, la poudre dériva, effaça. Pas de marqueur, pas de preuve, juste la montagne. Il était à 50 mètres dans le col quand il l'entendit. Il s'arrêta. 2 courts, une pause, un long, une pause, 2 courts. Il se retourna. La vallée derrière lui était vide. Le champ de neige était blanc et non marqué et immobile. Le ciel était bleu. Les montagnes étaient silencieuses. Il écouta. Rien. Il se tint là pendant 30 secondes, face à l'arrière du chemin qu'il avait parcouru, surveillant le vide blanc de la distance. Puis il se retourna et continua à marcher. Il trouva Lena au point d'extraction, assise sur une caisse de matériel. Le fusil démonté et nettoyé dans le terrain, malgré son bras attelé, les composants disposés sur une couverture thermique avec l'ordre méticuleux qu'elle apportait à tout. Elle le réassemblait de la main gauche sans se presser. « La médecine est sur le 2e appareil, dit Hale. Je sais. Ton bras. Je sais.
Il s'assit sur la caisse en face d'elle. Le souffle du rotor du premier hélicoptère qui partait poussa une vague de cristaux de neige à travers la clairière, puis disparut. Le son des rotors s'estompa. « La tombe vide, » dit Hale. Elle leva les yeux. « Ton monticule, » dit-il, « j'étais là-bas. Il n'y a rien. On ne devinerait jamais que quelqu'un avait été là. » Elle le regarda avec constance. « Tu t'attendais à quoi ?» Il y réfléchit. « Je ne sais pas. » dit-il honnêtement. Elle retourna au fusil, installa le silencieux, vérifia la culasse du pouce. « J'y ai été pendant 72 heures, dit-elle. J'étais sous la neige pendant environ 2 d'entre eux. » Elle marqua une pause. « Les 70 autres. »« Où ça ?» Elle ne répondit pas pendant un moment. Puis, « En haut. » Elle le dit simplement, sans élaboration, comme elle disait tout. Et puis, elle posa le fusil assemblé à côté d'elle et regarda la montagne au-dessus d'eux. Le pic perdu dans la brume résiduelle de la tempête partie. Hale suivit son regard. La montagne regardait en retour. Ils s'assirent dans le silence et laissèrent le froid et la lumière et l'air pur et haut de la montagne être ce qu'ils étaient. 2 personnes sur une roche plate au bord d'une vallée où quelque chose s'était passé et autre chose avait été empêchée. Et la comptabilité n'était pas encore complète et ne le serait peut-être jamais. Dans la distance, le 2e hélicoptère apparut. Une petite forme sombre contre le bleu, de plus en plus sonore. Lena se leva. Elle passa le fusil en bandoulière dans le dos, le côté gauche, son bon bras dans la sangle. Elle l'ajusta avec une économie précise de mouvement. C'était simplement comme ça qu'elle existait dans le monde. Pas d'excès, pas de gaspillage, aucun geste qui n'avait pas de but. « Hale, » dit-elle. Il la regarda. « Je veux le H et H récupéré, » dit-elle. « Quand la neige dégèle, il restera le canon et la culasse. » Elle le regarda. Un œil. Stable, direct et vivant. « Je le veux récupérer. » Il soutint son regard. Il pensa au couteau dans la glace et au sifflement sur le vent vide et à l'impossibilité de 3340 mètres dans un vent de travers avec un œil et un bras cassés. « Très bien, » dit-il. Elle hocha la tête, une fois. Puis elle marcha vers le bord de la clairière pour accueillir l'hélicoptère. Hale la regarda partir. L'hélicoptère se posa dans la clairière dans une tempête de poudre blanche. Quand la poudre se dissipa, Lena Carver était encore debout, encore stable, encore là. Il pensa à ce que Crane avait dit « Tu aurais dû mourir » et à ce qu'elle avait répondu « Je sais, j'ai décidé de ne pas le faire. » Il avait entendu beaucoup de choses dans beaucoup d'endroits difficiles, et il rangeait la plupart d'entre elles dans la partie de sa mémoire réservée à l'accumulation ordinaire et brutale de l'expérience. Il ne pensait pas ranger celle-là. Il pensait la porter en avant dans la partie plus accessible, la partie qu'on pouvait atteindre sans effort, sans excavation, la partie qu'on pouvait simplement regarder. Les rotors de l'hélicoptère montèrent en régime. La neige et la poussière et les cristaux de glace tourbillonnèrent vers l'extérieur en un cercle qui s'élargissait. Lena se tenait au centre de tout cela, composée et immobile, puis elle se déplaça vers la porte et monta, et la porte se ferma, et la machine s'éleva. Au-dessus d'eux, la montagne garda son silence. Quelque part dans le vent, ou peut-être seulement dans la fréquence particulière de l'air froid se déplaçant sur le granit et la glace et la neige, il y eut un son. 2 impulsions courtes, une pause, une longue, faible comme une pensée, disparue avant qu'on puisse être certain qu'il s'était produit. L'hélicoptère s'éleva, les montagnes demeurèrent, et l'écho blanc n'était plus qu'une histoire désormais, ou le début d'une. Le genre qu'on raconte doucement tard la nuit, par des gens qui avaient été dans des endroits dont ils ne pouvaient pas parler et avaient vu des choses sans explication raisonnable, racontées en demi-phrases et silences chargés de sens, racontées comme se racontent toutes les vraies choses. Il y avait un sniper, commençait l'histoire. Ils l'ont enterré dans la neige et puis elle est revenue. Les montagnes ne dirent rien, ce qui était la seule confirmation qui importait.